Donc, cette première conférence sur la tuberculose digestive, qui reste quand même une pathologie importante, la tuberculose. C'est une épidémie, c'est une maladie infectieuse. Alors, la tuberculose, cette épidémie qui atteint 2 milliards d'êtres humains, 2 milliards d'êtres humains sont porteurs du bacille de la tuberculose. Ils ne développent pas tous la maladie, mais un tiers, imaginez, un tiers de la population mondiale est infectée par la tuberculose. Donc, ces 2 milliards ne développent heureusement pas tous la maladie. Seulement 10 millions par an d'êtres humains sont atteints de la tuberculose. Chiffre quand même colossal, 10 millions par an. Et près de 2 millions décèdent par an de la tuberculose. Donc, des chiffres pour constater l'ampleur de cette épidémie qui tue, on le voit, bien plus que la Covid-19. Alors, la tuberculose, vous pouvez le voir sur cette carte, c'est une maladie qui est ubiquitaire, elle existe sur tout le globe, mais on voit bien qu'elle est, bien que plus sévère, plus l'atteinte d'incidence elle est élevée. On voit bien que les incidences les plus élevées, ce sont l'Asie du Sud-Est et c'est l'Afrique, dans sa portion sud surtout. Donc là, on peut avoir une incidence à plus de 500 atteintes par 500 maladies par 100 000 habitants et par an, donc, ce qui est vraiment très élevé. Et là, on voit bien que c'est la maladie en fait du pauvre, c'est la maladie de la promiscuité. On le voit très bien sur cette carte. Alors, la tuberculose, c'est 70% pulmonaire, atteinte pulmonaire, et 30% ce sont les atteintes extra-pulmonaires. La tuberculose, ce n'est pas uniquement que le poumon, on le voit très bien avec ces statistiques, c'est 70% le poumon, certes, la majorité, certainement, mais c'est aussi 30% des atteintes extra-pulmonaires, des autres organes. Alors, parmi ces atteintes extra-pulmonaires, l'atteinte digestive, de tout l'appareil digestif, c'est vraiment, c'est pas une atteinte très importante, c'est pas un chiffre important. Là, j'ai mis 1%. Il faut faire attention avec les statistiques. 1%, ce sont en fait des statistiques occidentales. Je n'ai pas trouvé de chiffres pour l'Algérie, le Maghreb. Donc, j'ai mis les chiffres des Occidentaux. Ça représente 1%, ce qui en fait quand même la 6e localisation, la tuberculose, après les tuberculoses pleurale, après la tuberculose ganglionnaire. C'est la 6e localisation, mais 1%, c'est un chiffre qu'il faut prendre avec précaution. Moi, je pense que chez nous, ça représente un peu plus. On en voit quand même souvent ces tuberculoses digestives, donc c'est un chiffre à prendre avec précaution. Alors, responsable de cette épidémie qui fait tant de morts, qui fait tant de dégâts, c'est le bar, ce qu'on appelle le bar. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un germe. En fait, depuis la découverte pour la découverte de ce germe, le chemin a été vraiment très lent parce que la tuberculose pulmonaire, dans sa forme pulmonaire, a été décrite au 5e siècle. C'est Hippocrate qui a décrit en premier cette tuberculose, qu'il appelait à l'époque phtisie. Les gens ne savaient pas ce que c'était et il fallait attendre 1882 pour que M. Robert Koch vienne et prouve l'existence d'un germe responsable, donc, ce qui en fait une maladie infectieuse, un germe responsable de cette tuberculose qui est le bacille de Koch. Alors le germe responsable, c'est le plus fréquent, c'est le Mycobacterium tuberculosis, vous voyez sur cette image à droite. Mais aussi, il y a deux autres, le Mycobacterium bovis et avium, qui sont très rares. Mais ils existent. L'avium, c'est pratiquement, on le trouve exclusivement dans la tuberculose chez les immunodéprimés, chez les porteurs VIH. Mais le plus fréquent, ça reste le Mycobacterium tuberculosis. Alors, ce bacille de Koch, pourquoi on l'appelle BA? En fait, c'est l'abréviation de bacille alcoolo-acido-résistant. Alors, premièrement, il est aérobie strict et puis il a des propriétés. Ces propriétés, c'est surtout cette résistance à l'alcool et à l'acide. Cette résistance qui, à la fin, lui confère
la fin, c'est cette résistance qui lui permet, par exemple, de traverser, de résister, de survivre à l'acidité gastrique qui allait atteindre d'autres organes plus bas. Et je l'ai dit, c'est un germe qui est aérobie strict. Alors, comment le mettre en évidence, ce bacille alcoolo-acido-résistant? Vous avez mis en évidence directe par coloration de Ziad-Nixon ou en culture dans un milieu spécial, le milieu de Laufenstein-Jensen. Alors, comment se fait la contamination? En fait, tout commence par l'inhalation du bar. Ça, je vous donne la tuberculose. Là, on ne parle pas de la tuberculose digestive, on parle de la tuberculose maladie, la tuberculose pulmonaire, etc. Et pas encore dans la tuberculose digestive. Alors, inhalation du bar, vous avez une tuberculose récente. Alors, 10% vont développer immédiatement la maladie. 90%, il y a arrêt de la prolifération, ce qui explique que ce chiffre de 1/3 de la population qui est infectée, parce que 90% ne développent pas la maladie. Mais il est là, le bar, le bacille, il est là. Alors, parmi ces 90%, 10%, ce qu'on appelle la tuberculose latente, donc c'est tuberculose latente, 10% vont développer un jour une tuberculose maladie. Donc, à partir de ce germe qui est là, qui est dormant, donc, va se développer une maladie. Une maladie qui peut être pulmonaire ou extra-pulmonaire. Donc, le germe est là, il est dans les poumons, il n'est pas actif, mais un jour, 10% parmi ces porteurs sains, entre guillemets, vont développer une tuberculose qui peut être pulmonaire ou extra-pulmonaire, ou même les deux. Alors maintenant, on va s'intéresser plus à ce qui nous intéresse aujourd'hui, la tuberculose digestive. Alors, la tuberculose digestive, c'est surtout la tuberculose intestinale et la tuberculose péritonéale. Mais il faut avoir à l'esprit que d'autres localisations peuvent exister. Elles sont anecdotiques, la tuberculose œsophagienne, la tuberculose gastrique, la tuberculose même hépatique, elles existent, mais sont rarement décrites, c'est pratiquement des case reports, donc on ne va pas les développer. On va juste les citer, mais les plus fréquents, ce sont les tuberculoses intestinales et péritonéales, du péritoine et de l'intestin. Alors, comment se fait cette contamination? Alors, le poumon, c'est simple, c'est l'inhalation du bas. Donc, on sait très bien comment ça se fait. Maintenant, pour l'intestin et le péritoine, qui sont quand même des organes intra-abdominaux, on se demande comment se fait cette contamination. Alors, il y a deux voies. Il y a la voie primaire, ou direct, c'est carrément par ingestion du bacille, soit ingestion, c'est soit du lait non pasteurisé qui est souillé, des fois des aliments souillés. On a même décrit des tuberculoses chez le nouveau-né qui allaitent donc lait maternel contaminé, etc. Donc ça, c'est une ingestion directe. Et comme on connaît ces propriétés du bacille acido-alcoolo-résistante qui, j'ai oublié de dire, sont dues principalement à sa coque, une coque qui est riche en lipides, qui lui donne ces propriétés de résistance à l'acide et à l'alcool, vont traverser l'estomac, vont se loger dans l'intestin et va se développer, à ce moment-là, va se développer une tuberculose intestinale. Alors, il y a une autre voie, ce n'est pas la seule voie, cette voie primaire, l'autre voie, c'est la voie secondaire. Alors, la voie secondaire, c'est soit par ingestion, et c'est l'ingestion des sécrétions bronchiques. Alors, le bacille, il est dans les poumons. Après ingestion des sécrétions bronchiques, il faut aussi passer jusqu'à l'intestin. Et vous avez d'autres voies, comme la dissémination lymphatique, c'est-à-dire qui va passer par le réseau lymphatique. Ça, c'est quand il y a surtout atteinte ganglionnaire, donc qui va le diffuser vers l'intestin, lymphatique, aussi par contiguïté, quand il y a des ganglions, une atteinte ganglionnaire à côté, une atteinte ganglionnaire adjacente à l'intestin, donc un ganglion peut se rompre et atteindre l'intestin, donc c'est ce qu'on appelle l'atteinte par contiguïté. La tuberculose péritonéale, alors là aussi deux voies principales d'atteinte. Vous avez la primo-infection, lors de la primo-infection pulmonaire, dans les états surtout de miliaire tuberculose, quand il y a une atteinte multi-organes, de tous les organes pratiquement, cet état de miliaire, donc il y a aussi atteinte péritonéale.
et aussi l'atteinte des ganglions mésentériques. Donc là, c'est à peu près par contiguïté ou par diffusion lymphatique, quand il y a atteinte des ganglions. Aussi, l'atteinte par contiguïté, c'est quand on voit des tuberculoses des organes de voisinage, surtout pour la tuberculose génitale, et donc par contiguïté, il y aura atteinte péritoniale. Des fois, c'est dû à une rupture aussi d'adénopathie intra-abdominale. C'est ça à peu près les mécanismes de contamination. Alors là, je le rappelle, la tuberculose digestive, ce n'est pas que l'intestin et le péritoine. Il y a l'œsophage, il y a l'estomac, ça peut être le foie, ça peut être le pancréas. Tous ces organes peuvent être atteints de tuberculose. Donc, mais c'est vraiment une partie infime des atteintes digestives. Là, on va s'intéresser surtout à la tuberculose intestinale et péritonienne. Pour la clinique, si on veut parler de la clinique dans la tuberculose, déjà, il y a des signes communs. La tuberculose, des signes cliniques, il y a des signes cliniques qui sont communs à toutes les tuberculoses, que ce soit pulmonaire ou extra-pulmonaire. Vous allez trouver dans les tuberculoses déjà un terrain particulier. On l'a vu au début, je vous ai dit que c'est une maladie de la promiscuité, la maladie du pauvre. Donc, vous allez trouver ce qui est commun à tous les malades de tuberculose. C'est digestif ou autre. Un terrain particulier de conditions socio-économiques défavorables, une notion de comptage tuberculeux dans le voisinage, c'est-à-dire que vous allez retrouver des malades, que ce soit dans la même famille, dans l'entourage immédiat, qui sont atteints de tuberculose. Il faut rechercher aussi la vaccination, la notion de vaccination, les malades qui ne sont pas vaccinés, qui vont développer cette tuberculose. Donc ça, c'est des choses, l'absence de vaccin, par exemple, c'est des choses qu'on trouve en commun pour toutes les tuberculoses. Pour les tuberculoses extra-pulmonaires, il faut toujours aller rechercher une atteinte pulmonaire associée qui est souvent retrouvée. Donc ça, c'est pour les tuberculoses extra-pulmonaires. Maintenant, il y a des signes qui sont fréquents, ce qu'on appelle les signes d'imprégnation. Dans toutes les tuberculoses, pratiquement, vous allez trouver des signes d'imprégnation tuberculeuse. C'est des signes généraux, de la fièvre, de l'asthénie, des sueurs nocturnes, une altération de l'état général. Ça, c'est pour toutes les tuberculoses. Alors, pour les tuberculoses digestives aussi, que ce soit intestinales ou péritoniales, il y a des signes qu'on va retrouver dans les deux cas, c'est-à-dire qui sont des signes communs. C'est pour ça que j'ai nommé signes cliniques communs. Alors, ces signes, c'est surtout les douleurs abdominales, l'amaigrissement, parce que c'est digestif, qui sont les plus fréquents en plus des signes généraux. Après, chaque tuberculose a ses signes cliniques propres qui vont nous orienter vers une ou l'autre. Alors, d'autres signes qui sont moins fréquents, vous pouvez avoir une toux si vous avez une atteinte pulmonaire associée, vous pouvez avoir une diarrhée, surtout dans les tuberculoses iléosécales ou coliques exclusives, mais ça, on va le voir. Mais moi, ce que je veux que vous gardiez à l'esprit, c'est cette notion de comptage tuberculeux de terrain qui est commune à toutes les tuberculoses. Cette notion de signes généraux qui sont là, qui nous font toujours suspecter une tuberculose, la fièvre, l'asthénie et sueurs nocturnes. Retenez ça. Après, pour chaque tuberculose, soit péritoniale ou intestinale, on va voir chacune a ses propres signes. On va commencer avec la tuberculose intestinale. Alors, la tuberculose intestinale, j'ai pris comme type de description l'atteinte iléosécale. Pourquoi? C'est l'atteinte la plus fréquente. C'est-à-dire, c'est la situation dans laquelle vous allez vous retrouver le plus souvent, c'est l'atteinte iléosécale. C'est la localisation préférée du bacille. Donc, il va se loger dans l'iléon terminal, il va coloniser et donner une atteinte iléosécale. Cette atteinte iléosécale, elle se présente sous deux formes. Il y a la forme ulcérée et il y a la forme hypertrophique. Alors, certains vont dire trois formes parce qu'ils vont associer ulcéré et hypertrophique. Ça peut exister, mais vous aurez deux lésions, deux types de lésions, les lésions ulcérées et les lésions hypertrophiques. Pourquoi les séparer? Parce qu'en fait, la clinique, les complications et l'atteinte elle-même, ça va dépendre de cette présentation clinique. Comment se présente cette atteinte iléosécale? Parce que, exemple, si elle se présente sous sa forme ulcérée, qui sont généralement des ulcérations uniques, ils peuvent être multiples,
Elles ont des caractères particuliers, elles sont généralement circonférentielles, elles ne sont pas très creusantes, elles sont superficielles, elles sont peu profondes avec des bords qui sont décollés. Alors, si vous avez cette forme ulcérée, la clinique par exemple, vous aurez plus une diarrhée qu'autre chose. On va voir avec la forme hypertrophique. Mais là, si vous avez une diarrhée, vous êtes un peu orienté, vous savez que c'est une forme plus ulcérée. Les complications aussi, les types de complications que vous allez avoir avec cette forme ulcérée, c'est plus les perforations, c'est plus les fistules qu'autre chose. Et ça, c'est important parce qu'une tuberculose peut se manifester directement par des complications. Vous pouvez avoir un tableau de perforation sur une tuberculose. Et là, c'est la forme ulcérée qui donne plus ce tableau. Alors, la deuxième forme, qui est la forme hypertrophique, hyperplasique, donc il va y avoir formation de masse. Et cette masse peut être importante, dans une volumineuse masse de la fosse iliaque droite. La masse, elle prend la partie terminale de l'ilion, elle prend la valvule iliocécale et elle prend le séquent. Donc, elle prend tout ce carrefour iliocécal et parfois même ce qui est la graisse mésentérique qui est autour. Donc, elle prend tout ça et vous aurez tout ça sous forme d'une masse. Donc, c'est sa forme hypertrophique. Et cette masse, on peut la palper. Donc, déjà, cliniquement, vous pouvez avoir à la palpation une masse de la fosse iliaque droite. Ça, c'est la deuxième forme de la tuberculose. Et comme cette masse, elle va un peu faire rétracter, déjà, elle va rétracter le séquent et ceci va raccourcir le côlon et donner un aspect particulier qu'on va voir en endoscopie. On verra, c'est aspect évocateur. Alors, des fois, ce n'est pas une volumineuse masse, mais c'est uniquement un aspect de pavage du séquent et même de l'iléon ou un aspect de pseudopolypoïde, c'est-à-dire que vous aurez plein de polypes, un amas de polypoïdes qui sont situés dans le séquent, sur la valvule et qui sont assez évocateurs de cette tuberculose. Mais la forme, la masse, on peut la voir et on peut même la palper. Donc voilà, et ça, par exemple, la forme hypertrophique, les complications que vous allez avoir, ce n'est pas comme la forme ulcérée, plutôt des perforations ou des fistules. Là, c'est autre chose. C'est comme il y a une masse, l'effet de masse. Donc, il va y avoir et vous allez avoir plutôt des symptomatologies d'occlusion ou de subocclusion et des douleurs abdominales. Beaucoup plus ça que comme dans la forme ulcérée, vous aurez des hémorragies, des perforations, des fistules, etc. Vous voyez que les deux formes ne se manifestent pas de la même manière, ne développent pas les mêmes symptômes et ne donnent pas les mêmes complications. Pour ça, il est intéressant de les séparer. Maintenant, vous pouvez avoir l'association des deux et donc avoir après les deux symptômes, et les deux complications. Alors, la clinique dans la tuberculose intestinale, ce que vous pouvez avoir, ce n'est jamais spécifique, la tuberculose. Donc, ça va y avoir des douleurs abdominales, des nausées et vomissements qui sont dus surtout au syndrome subocclusif. C'est un trouble du transit quand on est forme ulcérée. Un syndrome de Keinig qui sont des douleurs comme ça atroces, qui sont très aiguës. Et parfois des signes extra-digestifs, il faut les rechercher quand vous avez des atteintes pulmonaires ou extra-pulmonaires. Vous voyez bien que la clinique, elle est vraiment très pauvre, qui n'oriente pas vraiment vers ce diagnostic de tuberculose. Parce qu'en fait, ici, ce que je voudrais exposer, c'est que le diagnostic de la tuberculose, il est délicat. Le diagnostic de la tuberculose digestive, il est très délicat. Pour arriver à ce diagnostic, pour être orienté vers ce diagnostic, il faut vraiment il faut vraiment pousser dans les explorations, il faut éliminer les autres diagnostics différentiels. Et rien ne peut nous orienter à la phase clinique ou biologique, par exemple, faire ce diagnostic. C'est ce que je veux vous retenir. Alors, l'examen physique, bien évidemment, il est très pauvre. Si vous avez une grosse masse, vous avez palpé cette masse, peut-être, mais ça, c'est pas fréquent, les grosses masses, la fosse iliaque droite. Il faut faire un examen systématique, locomoteur, lymphoganglionnaire, et urogénital. Ça, c'est à la recherche d'autres localisations qui peuvent être associées. Mais ça reste un examen pour vous n'allez pas avoir beaucoup de renseignements après cet examen. Alors, la biologie standard, on peut trouver des anomalies, oui,
mais qui ne sont pas constantes et qui ne sont pas spécifiques de la tuberculose. Donc, si anémie, on peut avoir anémie dans 1001 étiologies. Donc, anémie, on peut retrouver cette anémie, une lymphocytose, une VS qui est accélérée. Souvent, dans la tuberculose, on trouve une VS qui est accélérée. Des fois, un syndrome carentiel dans la tuberculose intestinale, et ça, c'est dû à la malabsorption. Vous allez avoir à la biologie des taux d'albumine, de cholestérol et de triglycérides qui sont bas. Maintenant, l'IDR, la tuberculine, qui est un examen de routine qu'on peut faire comme ça rapidement, mais l'IDR, attention, ça ne veut rien dire. L'IDR à la tuberculine, tout ce que ça veut dire, déjà, il y a beaucoup de faux négatifs, et même si c'est positif, qu'on retrouve dans moins de 30% des cas, ça ne veut pas dire qu'il y a tuberculose active. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a eu contact déjà avec une tuberculose. Donc, ce n'est pas vraiment un examen qui va nous rapporter grand-chose. Alors, on va faire, après la biologie, on va faire les autres examens. Il faut toujours faire un téléthorax et un ESP. Ça, c'est des examens standards, des examens de routine. Téléthorax, c'est surtout pour voir l'état du poumon, rechercher une tuberculose pulmonaire associée. Alors, les autres examens qui vont explorer le GRAL. Là, notre objectif, c'est d'aller explorer le GRAL. Vous disposez de 2 examens radiologiques, le transit du GRAL et l'entéro-TDA, l'entéro-scanner. L'entéro-scanner, c'est un examen qui va bien explorer le GRAL. Alors, le transit du GRAL, il peut nous apporter quelques renseignements, mais il est pratiquement abandonné parce que détrôné par la TDM qui nous donne beaucoup plus d'informations, qui est bien plus intéressante. Mais si vous faites un transit, il peut mettre les ulcérations. Il peut montrer un rétrécissement du GRAL avec une distension d'amont ou un épaississement avec une distension d'amont. Ça, c'est caractéristique des formes hypertrophiques iliocécales. Il peut aussi montrer la rétraction du sécom. Donc, tout ça, c'est des signes qui peuvent orienter, qui ne sont pas du tout, je le rappelle, spécifiques. Donc, l'entéro-TDM, examen intéressant, il peut décrire un épicissement et décrire la nature de cet épicissement, inflammatoire, fibreux, etc. Donc, il peut aussi nous orienter vers une tuberculose, mais il ne dira jamais que c'est une tuberculose à coup sûr. Donc, il faut faire attention avec ces examens. C'est des examens d'orientation, ce n'est pas des examens de certitude. Alors, j'arrive à l'examen qui va nous permettre d'avancer, parce que vous allez me dire quel est l'examen finalement qui va nous permettre de faire le diagnostic de cette tuberculose. Donc, je vous dis que le chemin est long. Là, nous n'avons que des examens qui vont nous permettre peut-être d'écarter d'autres diagnostics et nous orienter vers ce diagnostic. Mais l'examen qui est, je considère comme étant le carrefour, c'est cette endoscopie. Endoscopie ilioscoloscopie, c'est-à-dire que vous allez explorer tout le côlon et une partie de l'ilio. Alors, cette iliocoloscopie, déjà, va nous permettre d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur, d'aller voir les lésions macroscopiquement. Alors, ce que vous allez retrouver, ce sont les ulcérations, quand c'est une forme ulcérée ou mixte, une sténose, s'il y a sténose, surtout de la valvule iliocécale ou de la dernière anciliale. Parfois et très rarement, la tuberculose peut ne se manifester que par des érosions. L'aspect rétracté du sécom aussi, on peut le constater, et l'aspect aussi pseudopolypoïde. Mais, encore une fois, ces lésions ne sont pas spécifiques de la tuberculose. Donc, quelle est la solution? Là, on a accès à la lésion. Donc, on peut aller analyser cette lésion. Et là, on fait des biopsies. Donc, c'est l'examen qui va nous permettre, pas parce qu'il va décrire les lésions de faire le diagnostic, non. Il va toujours nous décrire les lésions qu'on peut retrouver dans d'autres étiologies. On va voir quels sont les diagnostics différentiels de la tuberculose intestinale. Et il va nous permettre de faire des analyses, de cette lésion. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, pardon pour le bruit, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des biopsies. Les biopsies vont permettre une étude histologique, une étude bactériologique. 2 études qui vont nous faire avancer, avec lesquelles on va avoir certains diagnostics.
Alors, le diagnostic de certitude pour dire enfin est-ce que c'est une tuberculose, est-ce que c'est autre chose, c'est premièrement l'histologie. Alors, l'histologie, on va rechercher, on va trouver, quand c'est une tuberculose, les granulons, les fameux granulons épithéloïdes et gigantocellulaires avec nécrose caseuse. Mais là aussi, je dis, faites attention. Le principal diagnostic différentiel de la tuberculose, c'est la maladie de Crohn. Et alors, le diagnostic, le principal, c'est celui qui va pratiquement et souvent le même tableau, c'est la maladie de Crohn dans sa forme idiocécale. Alors, et même dans la maladie de Crohn dans sa forme idiocécale, on peut retrouver ce granulome. C'est vrai qu'il ne ressemble pas tout à fait à celui de la tuberculose, mais on retrouve le granulome sans nécrose caseuse. Et dans la tuberculose, souvent, on retrouve le granulome sans nécrose caseuse. Quand il y a la nécrose caseuse, on est pratiquement sûr que c'est la tuberculose, mais sans cette nécrose caseuse, ça peut être une maladie de Crohn. Donc là, c'est la mise en évidence du bacille de Koch qui s'impose. Si on voit le bacille, si on le retrouve, on est là, enfin, sûr que c'est une tuberculose. Comment le retrouver, ce bacille? Alors, vous avez les colorations, mais elles sont très peu rentables, elles sont positives dans moins de 20% des cas. On va le mettre dans le milieu de Lowenstein, Jensen, mais il faut attendre jusqu'à 30 jours pour avoir le diagnostic. Il y a la PCR qui est très efficace, qui peut être positive dans 70% des cas, donc elle a une bonne valeur prédictive positive, donc il faut toujours faire la PCR et ça peut nous permettre d'avoir un diagnostic de certitude. Vous l'avez vu, entre la suspicion, entre la présentation de cette tuberculose et le diagnostic, quand même, on est passé par plusieurs examens. Ce n'est pas aisé comme diagnostic. Ça, c'est du fait que les lésions, sont partagées par beaucoup d'étiologies, d'autres étiologies, et principalement, je le répète, la maladie de Crohn. Donc, faire très attention. Alors, pour vous résumer un peu, la tuberculose elle va se présenter dans la majeure partie des cas, soit sous forme de masse abdominale, soit c'est un malade qui se plaint de syndrome occlusif ou subocclusif, soit c'est une diarrhée chronique, et des fois c'est carrément avec des complications, soit en occlusion, tableau d'occlusion chirurgicale, soit c'est des fistules, soit des hémorragies, perforations, etc. Donc ça, quand on a cette présentation, et je vais rajouter à ça le fait de la forte suspicion de tuberculose sur les signes d'imprégnation sans trouver d'autres localisations. Ça pourrait, mais c'est rare comme mode de présentation. Mais sinon, c'est ce que vous allez avoir. Là, on va faire des examens complémentaires. On va passer par tout ce qui est examen biologique, etc., mais ça ne va pas nous rapporter des réponses. Donc, on va faire une TDM, TDM aussi qui ne verra pas toutes les lésions, les ulcérations de la forme ulcérée ne sera pas vue à la TDM, c'est plutôt la forme hypertrophique. TDM, tout ce qu'elle peut voir, c'est une masse, un large épaississement, etc. Et là, on va compléter par les endoscopies. L'endoscopie peut trouver des lésions, on l'a vu, en faveur de la tuberculose, et elle va nous permettre de faire des biopsies pour cette étude histologique, pour mettre en évidence le Mycobacterium tuberculosis. Alors, j'ai mis rarement une laparoscopie parce qu'on a vraiment très rarement recours à une laparotomie pour aller faire le diagnostic. Ça ne se fait plus. Donc, c'est généralement à l'étape de l'endoscopie, les biopsies, et puis on a soit une histologie en faveur, soit une mise en évidence du Mycobacterium tuberculosis. Donc, tout ça, ça va nous permettre, par exemple, d'éliminer quelques diagnostics différentiels, comme le cancer colique, qui peut avoir les mêmes aspects, surtout dans les formes hypertrophiques. La maladie de Crohn, le principal diagnostic différentiel, donc on va mettre en évidence le PK, et ça, c'est définitivement en faveur de la tuberculose. Sinon, vous avez d'autres formes, comme dans les appendicites pseudotumorales, ça donne à peu près le même aspect que cette atteinte idiocécale. Il y a l'atteinte la yersignose aussi qui peut donner le même aspect, mais ça, c'est un diagnostic qu'on peut éliminer rapidement. Le principal diagnostic, je le répète, c'est la maladie de Crohn, donc il faut faire très attention, même à l'histologie. Si vous avez ce granulome tuberculosis, ça ne veut pas dire que c'est une tuberculose. Faites attention, il faut qu'il y ait une nécrose caseuse, il faut mettre au mieux en évidence le Mycobacterium tuberculosis.
Alors, on a parlé de la forme biosécale qui est la plus fréquente, mais ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule forme. Alors, vous pouvez avoir des tuberculoses coliques exclusives, c'est-à-dire extrasécales, en épargnant le sécam. Et là, c'est la symptomatologie qui va différer. La symptomatologie diffère selon les localisations, la symptomatologie et les complications. Donc, si vous avez une atteinte colique extrasécale, c'est plus une diarrhée. Et si vous faites une endoscopie, vous allez trouver des ulcérations qui sont atypiques, qui ne sont pas en faveur de la maladie de Crohn, de la RCH par exemple, et se compliquent souvent d'hémorragie. Alors, dans les atteintes du grêle isolé, alors là, c'est généralement de larges ulcérations du grêle. Donc, il y a atteinte de la muqueuse du grêle dont on connaît le rôle dans l'absorption, et vous allez avoir un syndrome de malabsorption, donc un syndrome de malabsorption, et souvent des fistules dû à l'atteinte du grêle. Donc, parce que généralement, l'atteinte du grêle, ce sont des formes ulcérées. On peut avoir aussi une tuberculose duodénale isolée, une tuberculose duodénale, mais là, vous aurez une symptomatologie pseudo plus des épigastralgies pseudo-ulcérales. Ça ressemble d'ailleurs l'ulcère duodénal est un diagnostic différentiel. Donc, vous voyez que la clinique, elle diffère de la localisation. Nous, on a parlé de la localisation iliosécale, mais là, si vous avez d'autres localisations, vous pouvez avoir d'autres symptômes différents. La tuberculose appendiculaire isolée est vraiment très rare comme entité et exceptionnelle. Généralement, l'atteinte appendiculaire s'intègre dans l'atteinte du carrefour iliosécal avec la forme iliosécale. Donc, elle est exceptionnellement isolée. L'atteinte rectale isolée peut exister et à ce moment-là, ça va donner des symptômes rectaux, c'est-à-dire des ténèsmes, des épreintes avec des émissions glirosanglantes. La tuberculose anopérinéale, sa forme anopérinéale, il faut y penser. Alors, il faut y penser surtout quand vous avez ces suppurations, ces fissures chroniques qui persistent, qui récidivent avec des suppurations, etc. Il faut penser à la tuberculose et l'évoquer. Vous voyez bien que d'autres formes peuvent exister. En deuxième partie, c'est la tuberculose péritoniale, la tuberculose du péritoine. La tuberculose elle se manifeste par une acide. Dans l'extrême majorité des cas, elle se manifeste par la formation d'une acide. C'est le symptôme révélateur. Et du coup, toute la clinique de la tuberculose péritoniale ça sera des symptômes de l'acide, tout simplement. Bon, bien sûr, là, et je le répète, en plus des signes d'imprégnation, en plus des signes communs qu'on a vus tout au début, vous aurez des signes cliniques ou des symptômes de l'acide. Alors l'acide, cet acide, la tuberculose, elle s'installe vraiment très progressivement. Alors, on peut avoir de l'acide de la petite jusqu'à la grande abondance, c'est-à-dire que ça peut être une acide de petite abondance, comme on peut avoir des distensions abdominales importantes, c'est-à-dire les acides de grande abondance. Alors les symptômes, c'est la distension abdominale due à l'acide, les douleurs abdominales aussi. On peut avoir des troubles du transit, surtout la constipation, parfois alternance diarrhée et constipation. Mais la tuberculose péritoniale, c'est l'acide. D'où le problème diagnostique de cette tuberculose péritoniale. Vous avez une acide, on le sait, il y a toute une panoplie d'étiologies qui peuvent donner une acide. Alors comment on va faire la part des choses? Comment on va arriver à ce diagnostic? Comment on va dire que cet acide est dû à la tuberculose péritoniale? Alors, ce n'est pas du tout facile. En fait, j'ai séparé en 3 étapes. Quand vous avez une acide, vous allez l'explorer, cet acide. Vous avez peut-être des signes d'imprégnation qui vont vous faire douter sur la tuberculose, mais vous n'êtes pas sûr. Alors, avant, il y a l'étape clé qui est l'analyse de cet acide. Allez analyser l'acide. C'est ce qui va vous permettre de vraiment avancer dans votre diagnostic. Mais il y a 2 étapes, avant et après. Après, c'est dans le cas où l'analyse de cet acide ne va pas être contributive. Il y a des choses à faire après l'analyse. Et avant, en fait, c'est tous les examens, ce sont tous les signes qui vont premièrement, vous orienter, vous faire suspecter une acide due à la tuberculose péritoniale et deuxièmement, qui vont éliminer les autres causes de tuberculose péritoniale. Donc, il y a trois étapes. On peut ne pas aller forcément vers la 3e étape, mais les deux premières étapes sont obligatoires.
Pour le diagnostic, on va faire bien sûr tout ce qui est bilan sanguin standard. Et là aussi, on trouve des lésions, mais qui ne sont pas constantes et qui ne sont pas spécifiques. Anémie, lymphocytose, thrombocytose, une VS accélérée qu'on retrouve dans toutes les tuberculoses et toutes les pathologies inflammatoires. On va faire la tuberculine et là aussi, il y a beaucoup de fonds négatifs, la sensibilité est médiocre. Et on commence à faire des examens complémentaires. L'échographie, l'examen le plus accessible, va objectiver l'acide. Il peut voir certaines lésions, un épaississement du péritoine, des nodules péritonéaux, la présence d'adhérence. Les adhérences, alors c'est dans la cavité péritonéale, ce sont des formations fibreuses, c'est comme des parois à l'intérieur du péritoine qui vont, si vous voulez, séparer la cavité péritonéale en plusieurs loges, c'est ce qu'on appelle les adhérences. Alors aussi, l'échographie peut voir des adénopathies profondes, mais là, l'échographie risque de ne pas donner toutes ces informations, et même si elle donne toutes ces informations, aucune n'est spécifique de la tuberculose. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va vers la TDM, l'examen qui peut nous apporter beaucoup d'informations. La TDM, premièrement, elle va éliminer un processus néoplasique ailleurs, c'est-à-dire, si vous voulez, éliminer une carcinose péritonéale, pour dire que cet acide n'est pas dû à une carcinose péritonéale. Aussi, éliminer peut-être une cirrhose, donc il y a beaucoup d'étiologies, ça vous verrez dans le cours de l'acide, qu'on peut éliminer grâce à la TDM. Et elle peut nous donner des signes qui peuvent être en faveur de la tuberculose péritonéale. Je dis bien en faveur, mais pas spécifique. Alors, il y a la densité. La TDM permet de mesurer, si vous voulez, la densité. Une densité élevée entre 25 et 45 pH, c'est des densités qui sont plus en faveur de la tuberculose qu'autre chose, mais ce n'est pas spécifique. Alors, les adénopathies qu'on peut retrouver dans la TDM sont des adénopathies qui ont certaines caractéristiques. Elles sont à centre hypodense, avec un pourtour hyperdense, peut-être aussi calcifié. Ça aussi, c'est des adénopathies qu'on retrouve dans la tuberculose. Alors, on peut retrouver un épaississement du mésentère, de l'épiplan, mais on ne peut pas savoir si c'est un épaississement tuberculeux ou si inflammatoire, c'est-à-dire, ou néoplasique, etc. On ne peut pas le savoir. Alors, on peut aussi retrouver un aspect d'épaississement uniforme et régulier du péritoine. Alors, quand il y a cet aspect d'épaississement qui est régulier, uniforme, c'est plus en faveur de la tuberculose. Dans les autres pathologies, notamment néoplasiques, il n'est pas régulier, il n'est pas uniforme. Donc là, c'est un critère en faveur de la tuberculose. Alors là, on a toujours notre diagnostic et là, il est impératif d'analyser cet acide pour avoir plus d'informations. Donc, c'est l'analyse diagnostique, c'est l'analyse du liquide d'acide. Dans le liquide d'acide, dans la tuberculose, le liquide d'acide, il est gencitrin et c'est un exsudat, c'est-à-dire qu'il est riche en protides, que le taux de protides est supérieur à 30. Alors, on va calculer aussi le taux GASA. Alors, le GASA, c'est le taux d'albumine du sérum du sérum ça veut dire qu'on va prendre le taux d'albumine du sérum et le taux d'albumine du sérum, ça veut dire le sang, et le taux d'albumine de l'acide, et on va faire une soustraction. Si vous avez si ce taux est inférieur à 11 grammes par litre, vous êtes plus en faveur. En fait, en réalité, il nous permet surtout d'éliminer une origine d'HTP, c'est-à-dire l'origine de l'acide qui est due à l'HTP. Donc ça, c'est quand il est supérieur à 11. Quand il est inférieur à 11, ce sont les autres étiologies, mais déjà, vous arrivez à éliminer une des étiologies. Donc là aussi, ce n'est pas pour le diagnostic de la tuberculose. Alors, l'analyse du liquide d'acide, elle va nous permettre une analyse biochimique, une cellularité on va retrouver une cellularité qui est riche en lymphocytes, donc une prédominance en lymphocytes. Un examen cytologique, une étude cytologique, on va rechercher surtout les cellules néoplasiques, ce qui serait en faveur de l'acide carcinomenteuse. Après, une étude biochimique, dans la tuberculose péritonéale, nous avons un taux d'LDH qui est élevé. Parfois, on retrouve des concentrations faibles de glucose. Mais vous avez vu que tout ça ne nous permet pour l'instant pas de dire que cet acide est d'origine tuberculeuse. C'est
nous permet d'éliminer certaines étiologies et ça nous fait que nous orienter, d'autant plus que ces signes ne sont pas constants. Alors là, c'est comme la tuberculose intestinale, c'est l'étude bactériologique. L'étude bactériologique très importante. L'examen microscopique, je vous le dis, il a une sensibilité médiocre. Il ne va pas, c'est moins de 10% de positivité, donc ce n'est pas du tout un bon examen. Et la culture, alors il y a deux modes de mise en culture du liquide d'acide. Je le répète, c'est le liquide d'acide. Alors, soit sur milieu solide, comme tout à l'heure dans la tuberculose intestinale, c'est-à-dire au milieu de Wolfenstein-Janssen. Alors là aussi, sensibilité qui reste médiocre, positivité inférieure à 30%, et il faut attendre plus de 45 jours pour avoir un résultat et risquer, bien sûr, soit une complication, soit une aggravation de l'état du malade. Donc, il y a une nouvelle technique, assez nouvelle, c'est la mise en culture sur milieu liquide. Ça, en fait, c'est une technique qui est très fiable. Regardez, elle a une valeur prédictive négative, c'est-à-dire de 100%. C'est-à-dire que quand elle est négative, vous êtes à 100% sûr que ce n'est pas une tuberculose. Alors, le délai aussi, il est raccourci, c'est en 2 semaines, on peut avoir un résultat. Sauf l'inconvénient de cette technique, c'est une technique très coûteuse. C'est une technique qui demande un matériel spécial et c'est une technique qui demande une manipulation spéciale parce qu'elle utilise des substances nucléaires, c'est-à-dire des éléments nucléaires. Donc, ce n'est pas du tout une technique généralisée, mais vous devez le savoir, elle existe. C'est une culture sur un milieu liquide spécial qui a une excellente valeur prédictive négative, donc elle est de 100%. Mais nous, ce qu'on utilise en pratique courante, c'est la culture sur un milieu solide, ordinaire, le milieu de Wolfenstein-Janssen. Ça, vous devez impérativement connaître et vous devez le mémoriser, l'ADA. Alors, l'ADA, il a révolutionné la prise en charge et le diagnostic de la tuberculose péritonienne. Qu'est-ce que c'est, l'ADA? C'est une enzyme. C'est l'adénosine désaminase. C'est l'enzyme adénosine désaminase. On va la doser. On va doser l'activité de cette enzyme. Pourquoi l'activité? Parce que c'est une enzyme, en fait, qui rentre dans le processus d'activation des lymphocytes T. Les lymphocytes T qui sont un processus qui sont activés par le mycobactérium, justement. Plus ces lymphocytes T sont activés par le mycobactérium, plus l'ADA est élevé, l'activité de l'ADA est élevée, donc on va la doser. Et à partir d'un seuil supérieur à 30 unités par litre, mais faites attention en absence de cirrhose et d'immunodépression parce que ça fausse le seuil, ça fausse le diagnostic. Il faut qu'il y ait absence de cirrhose et d'immunodépression. Donc, à partir de ce seuil, regardez, on a une excellente valeur prédictive positive et négative. C'est-à-dire que si c'est supérieur à 30, on est pratiquement sûr que c'est une tuberculose. On est sûr que c'est une tuberculose. Si c'est inférieur, si c'est bas, si on n'a pas d'activité, là, on est sûr que ce n'est pas une tuberculose. Donc ça, c'est un examen qui va nous permettre d'avoir un diagnostic sans avoir recours à la troisième étape que j'ai citée tout à l'heure. C'est-à-dire ici, à l'analyse du liquide d'acide, on a notre diagnostic. Alors, c'est un examen, j'ai mis peu coûteux, mais il est encore très coûteux chez nous parce qu'on ne le fait pas ici, ça se fait ailleurs, il est envoyé ailleurs. Donc, ailleurs, c'est devenu un examen en Europe et dans l'Occident, c'est devenu un examen qu'on fait de routine pratiquement. Il n'est pas coûteux pour eux, on peut le reproduire, il suffit de faire une ponction de liquide d'acide. Mais chez nous, c'est un examen qui reste coûteux et pas accessible parce qu'il ne se fait pas chez nous. Donc là, vous ayez votre pratique courante, des difficultés pour ce diagnostic. Si vous faites l'ADA, c'est très bien, vous pouvez avoir un diagnostic, c'est quasi sûr. Si vous ne le faites pas, et là, vous devez passer à autre chose. Alors ça, c'est juste pour le citer, mais ce n'est pas des examens qui vont nous permettre d'avoir un diagnostic. On peut faire la PCR qui a un coût très élevé ici, avec un rendement qui est très bas, donc très faible. Donc, ce n'est pas un examen très bon, mais ça existe. Alors, il y a aussi le dosage de l'interféron gamma, très prometteur, mais c'est plus pour les formes latentes, il est plus spécifique pour les formes latentes. Alors, la tuberculose, si on n'a pas de diagnostic à l'analyse du liquide d'acide, là, l'ultime recours, on doit passer à l'étape
l'autre étape, la dernière étape, c'est bien sûr d'aller ouvrir, d'aller explorer la cavité péritoniale. Quand on n'a pas le choix, on doit le faire parce que c'est très invasif, donc on doit le laisser en ultime recours. Mais c'est ce qui va nous permettre d'avoir un diagnostic enfin de certitude. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Une des deux. Soit on fait une laparoscopie, soit on fait une laparotomie. Quelle est la différence entre les deux? Laparoscopie, c'est endoscopique. Je vais vous montrer des images tout à l'heure, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est. C'est un examen endoscopique qui va nous permettre, premièrement, d'aller explorer la cavité péritoniale et donc de voir cet aspect macroscopique de tuberculose. Et deuxièmement, de pouvoir faire des biopsies pour avoir une histologie et une microbiologie. Donc, il faut privilégier, bien sûr, la laparoscopie, c'est moins invasif qu'une chirurgie. Malgré que la chirurgie se fait aussi sous cilioscopie, mais nous, on privilégie la laparoscopie. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir à la laparoscopie? Macroscopiquement, ce sont ces granulations blanchâtres. Ce sont des granulations blanchâtres qui sont typiques de tuberculose. Si vous les trouvez, vous êtes quasiment sûr que c'est une tuberculose. C'est un aspect typique, spécifique de tuberculose. Qu'est-ce que c'est? C'est des granulations qui sont, ça ressemble à des grains de couscous, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs des granulations en grains de couscous. Donc, dès qu'on les voit, on est sûr que c'est une tuberculose. D'ailleurs, on entame juste après, on se permet d'entamer le traitement sans avoir les résultats des biopsies. Alors, on va aussi des fois retrouver des adhérences qui sont aussi en faveur de la tuberculose, mais l'aspect le plus typique, ce sont ces granulations blanchâtres qui sont minimes, hein, c'est de petites granulations, c'est comme des grains de couscous, et donc c'est l'aspect le plus typique. Alors, ça va nous permettre de faire des biopsies à la recherche de ce granulome caséifié de la tuberculose. Ensuite, c'est soit par coloration deuxième naissance, soit après mise en culture, en espérant des résultats positifs. Il y a des formes cliniques de la tuberculose péritoniale. La forme acidique, comme on vient de le voir, c'est l'acide de moyenne, grande abondance avec quelques adhérences et granulations en grains de couscous. Ça, c'est la forme typique. C'est comme dans l'intestin, la tuberculose intestinale, la forme ilio-sécale. Mais il y a d'autres formes. Vous avez par exemple cette forme fibro-caséeuse, où là, vous avez trouvé des lésions avec un empattement profond. C'est une forme qui diffuse dans toute la cavité péritoniale. Il y a beaucoup de gâteaux péritoniaux. Les gâteaux péritoniaux, ce sont comme ça des masses, des agglutinations dans la cavité péritoniale. Ces adhérences, ces gâteaux péritoniaux vont faire que l'acide sera cloisonné, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas comme dans l'acide qu'on voit diffuse comme ça. Non, c'est des acides cloisonnés. Il y a beaucoup de difficultés avec ces acides cloisonnés. Déjà, pour faire la ponction d'acide, ce n'est pas simple. Et puis, aussi pour la laparoscopie, si on arrive à la laparoscopie, ce n'est pas du tout une mince affaire. C'est très compliqué de faire la laparoscopie et des fois, c'est impossible de la faire. Et quand on l'a fait, il y a beaucoup de risques de complications, de perforations, etc. On risque de perforer. Alors, il y a la deuxième forme, c'est les formes fibro-adhésives, où là, vous n'avez pas d'acide. La cavité péritoniale est sèche, il n'y a pas d'acide. Il y a plutôt beaucoup de fibrose. Et ce sont ces formes qui donnent souvent des syndromes occlusifs assez rares dans la tuberculose péritoniale, mais ça existe. Donc, il y a des formes, sachez qu'il y a des formes où il n'y a pas du tout de liquide dans la cavité péritoniale, mais ce sont quand même des tuberculoses. C'est rare. Alors, il y a des formes qui sont complètement asymptomatiques, aucun symptôme. Il y a des formes aussi pseudonéoplasiques, ce qu'on voit surtout chez le sujet âgé. Alors, on arrive au chapitre traitement. Vous avez vu que avant de parler de la tuberculose digestive, on avait parlé de tout ce qui est mode de contamination, plutôt les signes cliniques communs, qui sont communs à toutes les tuberculoses, etc. Ensuite, on avait parlé spécifiquement de la tuberculose péritoniale et intestinale. Et là, pour le traitement, c'est aussi le même traitement que pour les autres formes de tuberculose. C'est le même schéma thérapeutique. Donc, avec peut-être certaines particularités pour les tuberculoses digestives. Je vais vous dire ce que c'est. Alors, pour le traitement, il y a l'étape avant traitement. Il faut faire une bonne évaluation, l'évaluation de l'état du malade. Déjà, faire les bilans hépatiques et rénal. Ça, c'est parce que le traitement de la tuberculose, vous savez, il est hépato- et néphrotoxique.
toujours faire le bilan hépatique et rénal, et puis évaluer l'état nutritionnel du malade. L'état nutritionnel, est-ce que c'est un malade qui est dénutri? Est-ce qu'il y a un syndrome de malabsorption? Il faut faire le bilan biologique, les taux d'albumine, de cholestérol, etc. pour avoir une idée sur cet état nutritionnel. Il faut prendre le poids du malade. Le poids, premièrement, pour avoir une idée sur l'état, donc on va avoir l'IMC, l'état du malade, l'état général du malade. Et puis la prise de poids elle est importante parce qu'elle va nous permettre de suivre l'évolution de l'évolution après le traitement. La reprise du poids est un critère de guérison. Donc c'est important d'avoir tous ces paramètres. Aussi, il faut noter bien sûr les antécédents allergiques, neurologiques et pathorénales pour le traitement et toute autre prise médicamenteuse. Après, il faut commencer par le traitement symptomatique. Si votre malade présente un état général altéré, s'il est dénutri, là, il y a priorité d'hospitaliser votre malade et de corriger ses troubles nutritionnels. C'est une priorité. Ça fait partie du traitement. Avant le traitement antituberculeux, il faut commencer par ça. En tout cas, même au moins en même temps. Mais il faut corriger les troubles nutritionnels. Il ne faut pas donner un traitement de la tuberculose avec votre malade est dénutri et lâché dans la nature. Le traitement ne sera pas efficace. Donc, commencez par la correction des troubles nutritionnels avec un apport calorique riche et bien sûr, vous devez hospitaliser votre malade si son état ne permet pas une prise en charge en ambulatoire. Après, si le malade se présente avec des complications, c'est bien évidemment clair qu'il faut commencer par traiter ces complications. Ce sont des urgences. Si c'est une occlusion, c'est une urgence. On ne va pas s'amuser à donner un traitement antituberculeux chez un malade qui aussi est tuberculeux, mais qui est en état d'occlusion. Il faut aller lever cette occlusion. Si c'est une perforation aussi en péritonite, donc il faut faire attention, il faut traiter les complications et donner le traitement antituberculeux après. Alors, le traitement antituberculeux, c'est le même schéma pour toutes les tuberculoses. Vous avez dû voir ça auparavant. C'est le même schéma. C'est le schéma 2 mois d'RHZ et 4 mois d'RH. Donc, c'est selon le poids. Ça va de 2 comprimés jusqu'à 5 comprimés quand le poids est plus de 71 kg. Donc, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Juste que, après les traitements, bien sûr, il faut surveiller le traitement. On ne va pas donner le traitement au malade et le lâcher dans la nature. Non. Il faut surveiller un paramètre très important, c'est le poids. C'est le poids qui va nous permettre un peu d'apprécier cette réponse au traitement, parce qu'on ne peut pas le faire autrement, on ne peut pas la voir. On ne peut pas voir s'il y a une masse, par exemple, intestinale, s'il y a une masse, s'il y a une tuberculose intestinale, c'est la forme hypertrophique, une masse, on ne va pas s'amuser à faire une fibro chaque mois pour aller voir si cette masse a régressé ou si les lésions endoscopiques ont régressé. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on va suivre l'évolution. C'est plutôt par certains paramètres qui sont le poids, qui sont aussi la disparition des signes généraux, la fièvre, l'asthénie, les sueurs nocturnes, etc. La disparition de ces signes est un bon signe d'évolution, de bonne évolution. Alors, dans la tuberculose péritoniale, par exemple, il y a l'acide, la diminution de l'acide et la disparition de l'acide, c'est une bonne réponse. D'ailleurs, la disparition de l'assèchement total de l'acide signe la guérison. C'est le signe de la guérison. On peut la surveiller soit cliniquement, soit à l'aide d'une échographie abdominale. La diarrhée aussi, surtout dans la tuberculose intestinale, c'est aussi un facteur de surveillance, la disparition de la diarrhée. Après, vous aurez progressivement la normalisation des paramètres, des paramètres biologiques et radio-endoscopiques, et ça progressivement. Alors, des fois, il y a une résistance, comme dans toutes les tuberculoses. Il faut passer vers le traitement de deuxième ligne. Mais ça devient une prise en charge, si vous voulez, spécialisée. Même nous, gastro, quand on a ce genre de résistance, on en va vers des gens qui sont plus spécialisés pour gérer ce genre de résistance. Alors, un cas particulier, je voulais vous parler de la cirrhose, par exemple, ce qui nous concerne, parce qu'il y a beaucoup de cas particuliers dans le traitement, les insuffisances rénales, etc. Mais nous, gastro-entérologues, ce qu'on voit, on est souvent confronté à cette situation, l'existence de la cirrhose, et là, il faut modifier le schéma thérapeutique, il faut le modifier. On ne donne par exemple pas de pyrazinamide qui est hépatotoxique, et on réduit jusqu'à la demi-dose la
pathologie de l'isoniazide et de la rifampicine, par exemple. Et ceci, c'est une situation qui va nécessiter donc une surveillance plus rapprochée du bilan hépatique parce que le traitement, il est hépatotoxique. Donc, il faut faire attention. C'est vrai que le traitement, le schéma, il est très simple, il est facile à donner, mais n'empêche que même la surveillance, il y a beaucoup de paramètres pour surveiller, n'empêche que il y a des situations particulières auxquelles il faut être très attentif pour ne pas, altérer l'état du malade, pour ne pas compliquer l'état du malade. Voilà, je vais vous montrer quelques images. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez d'ores et déjà les poser. Les images endoscopiques surtout. Vous pouvez voir ici, par exemple, la forme ici à gauche de votre écran. Ça, c'est la forme hypertrophique de la tuberculose dans sa localisation iliocécale. Vous voyez ici un aspect hypertrophique. Voilà, ce que vous voyez ici, c'est ça. Puis là, là aussi, c'est la forme hypertrophique ulcérée. Donc, c'est les deux avec une atteinte de la valvule iliocécale et du séquence qui est complètement rétracté ici. Là, c'est la tuberculose dans sa forme colique. Dans sa forme colique isolée, ce qu'on trouve, ce sont ces ulcérations. Vous pouvez voir ici, voilà, les ulcérations qui sont atypiques. Hein. On n'a pas l'habitude de voir ce genre d'ulcération comme ça dans la maladie de Crohn, par exemple, dans la RCH, où ils sont plus organisés. Et là, c'est deux ulcérations des fois isolées et qui devront nous faire suspecter le diagnostic de tuberculose. Alors là, pour dire qu'il n'y a pas que la localisation péritoniale et intestinale dans la tuberculose, regardez, ça c'est une tuberculose anopérinéale. Voilà, c'est des ulcérations larges de périnée avec souvent une suppuration qui récidive, etc. Il faut aller biopsier, suspecter une tuberculose. Là, c'est une forme très rare, exceptionnelle, la forme œsophagienne. Et vous voyez, voilà, donc ça, c'est on est au niveau du bas œsophage. Et vous voyez que la muqueuse, elle est hypertrophique, il y a même un aspect pseudo-polypoïde. Ça, c'est la tuberculose œsophagienne, elle existe aussi. Là, je voulais vous montrer la laparoscopie. La laparoscopie, voilà, vous pouvez voir ici, en fait, c'est très simple. L'équipement est simple, vous avez un vidéo-endoscope. Et puis, ce qu'on fait, en fait, c'est on y a accès par deux ouvertures, deux trous. On crée en premier ce qu'on appelle un pneumopéritoine, c'est-à-dire on va injecter de l'air dans la cavité péritoniale et ça va nous permettre de séparer, surtout quand l'acide n'est pas très important, de séparer les deux feuilles de la cavité péritoniale. Puis on va introduire, comme ici, à l'aide d'une deuxième ouverture, parce qu'une fois l'air mis dans la cavité péritoniale, on a plus d'assurance, on peut introduire un trocar, et puis à l'intérieur, on glisse un endoscope, et puis on a les images ici de la cavité péritoniale. Ce qu'on va voir, par exemple, pour la tuberculose, c'est tout simplement ça. Vous avez ici le liquide d'acide, et là, l'aspect dont je vous ai parlé, l'aspect de grains de couscous, on peut le voir ici, ici, là. Ce sont ceux-là, les adhérences, voilà, et voilà. Ça, c'est les adhérences. Et ça, c'est l'aspect en grains de couscous. On récupère même des fois le liquide d'acide pour analyse, même lors de la laparoscopie, on refait l'analyse du liquide d'acide. Et là, vous avez ces adhérences. Là, c'est la forme carrément fibro-adhésive. Il n'y a pas d'acide ici, dans cette forme. Je voulais vous montrer le responsable de tout ça. Voilà, ce sont les colonies de BK. Après 15 jours, 20 jours, 30 jours, voilà, ce sont les colonies du BK. C'est juste pour montrer ce bacille de coque. Enfin, ce que je vais vous dire, c'est que l'Algérie, la tuberculose en Algérie, elle existe beaucoup, donc il faut y penser. Il faut y penser dans pratiquement toutes les situations. Si vous avez surtout les signes d'imprégnation, toujours poser la notion du comptage tuberculeux dans l'entourage, du vaccin, etc. Et penser à la tuberculose, il ne faut jamais oublier la tuberculose, et spécialement la tuberculose digestive, parce qu'elle existe. Malgré que c'est une rare localisation, mais elle existe.
Donc, les deux premières localisations, c'est au niveau du carrefour idiocécal et au niveau du péritoine. C'est les plus fréquentes, ça on l'a déjà dit. Il faut toujours aussi, quand vous avez une localisation digestive, il faut impérativement rechercher une localisation pulmonaire associée et même une autre localisation extra-pulmonaire, donc toujours les rechercher. Et puis, sachez que pour le diagnostic de la tuberculose, la clinique, la biologie, l'imagerie et l'endoscopie ne sont que des examens ou des signes d'orientation. Ils ne vont pas nous permettre d'établir un diagnostic. Le diagnostic, c'est à l'histologie et à la bactériologie. C'est les seuls éléments pour le diagnostic de certitude. L'ADA, on en a parlé tout à l'heure, très prometteur. Ça va peut-être à l'avenir nous éviter d'aller vers des examens très invasifs et nous permettre un diagnostic de la tuberculose sans avoir recours aux autres examens. Alors, pour traiter la tuberculose, il faut bien évidemment prouver son existence. Il faut en dernier recours éliminer les autres diagnostics différentiels. Si vous n'avez pas bien sûr de diagnostic, si vous n'avez pas de moyen de diagnostic, vous pouvez, tout en éliminant les autres diagnostics différentiels, faire un traitement d'épreuve. Vous pouvez entamer un traitement antituberculeux, mais ça c'est vraiment en dernier recours, et voir, c'est ce qu'on appelle un traitement d'épreuve, et évaluer à 1 mois, à 2 mois, 2 mois spécialement, c'est-à-dire 2 mois, c'est l'étape pour voir est-ce que c'est un traitement, est-ce qu'il y a réponse à un traitement ou pas, et ce qu'on appelle le traitement d'épreuve, mais ça, c'est vraiment en dernier recours. Enfin, la tuberculose, on l'a dit au début, c'est la maladie du porc. Donc, peut-être, pour lutter contre la tuberculose, il faut faire la prévention primaire. À côté du vaccin, c'est l'amélioration des conditions socio-économiques et ça va permettre de lutter contre cette infection qui fait beaucoup de dégâts dans le monde. Et je vous remercie. Je vais répondre à vos questions. Merci beaucoup, Dr Medkour, pour cette excellente présentation. Je vous remercie, docteur. Je t'ai bien suivi. Hein. Ah, tu as seulement des... Pardon? C'était agréable. Ah, merci, merci. C'est ta compagnie qui est agréable. Alors, il y a une question, est-ce qu'on peut avoir la tuberculose digestive sans passer par la tuberculose pulmonaire? La réponse est oui. On peut ingérer la tuberculose digestive, on peut ingérer le mycobacterium bovin par exemple, ou des aliments, je l'ai dit au début, les aliments souillés, même ça a été décrit, le lait maternel souillé. Donc oui, la réponse est oui. Bilan antituberculeux avec perturbation du bilan hépatique, j'ai donné la réponse. Perturbation du bilan hépatique, c'est la même conduite que par rapport à la cirrhose. C'est-à-dire, on va éliminer le pyrazinamide, on va réduire les doses de l'isoniazide et la rifampicine à moitié. Les antituberculeux hépatotoxiques, ce sont les 3, l'isoniazide, la rifampicine et à moindre degré, et surtout le pyrazinamide. On va abolir en cas de problème hépatique. Alors, les corticoïdes, je ne voulais pas les évoquer parce que c'est un sujet de discordance. Il y en a qui disent qu'il faut donner des corticoïdes, il y en a qui disent qu'il ne faut pas donner des corticoïdes. Donc, pour vous, j'ai préféré ne pas évoquer ce sujet, le sujet des corticoïdes. Mais sachez que nous, dans la conduite de routine, dans la pratique courante, on ne donne pas de corticoïdes. Mais il y en a qui donnent. On te dit, est-ce que tu peux avoir un télothorax normal? Donc, il y a une confusion chez certains entre tuberculose pulmonaire et tuberculose intestinale. Oui, on peut avoir un télothorax. Avoir une tuberculose digestive ne veut forcément pas dire tuberculose pulmonaire associée. C'est-à-dire que on peut avoir une tuberculose digestive sans tuberculose pulmonaire et donc un télothorax normal. Faites attention, la tuberculose digestive ne veut pas dire tuberculose pulmonaire. L'association peut exister, mais pas forcément. Est-ce que l'acide, si le patient est gêné, quand on le ponctionne,
est-ce que ça ne risque pas la ça régénère après ponction? Alors, la ponction Quand on fait une ponction évacuatrice, évacuatrice, si on a le diagnostic de tuberculose, si le patient est très gêné, si cette gêne peut donner des tableaux de dyspnée, etc., quand c'est des acides de très grande abondance, on va attendre que les traitements fassent diminuer cet acide. Donc, on peut évacuer. Ne pas faire des évacuations trop importantes. On peut évacuer juste pour soulager le malade, le temps que le traitement antituberculeux donne des résultats. Et je vous le dis, il peut donner des résultats très rapidement, au bout d'un mois. Mais parce que dans la tuberculose, à la base, on n'a pas ces acides de très grande abondance, très gênantes, comme dans les acides de carcinose péritoniale ou dans les acides du LHTP. il y a une question, on te demande, si possible, de hiérarchiser les examens à demander. Il y a plusieurs examens. Oui, oui, tout à fait, oui. Je l'ai fait, j'ai essayé de le faire depuis le début. J'ai mis un petit hiérarchie. Moi, ce que je voulais, je vais revenir là-dessus. Alors voilà, par exemple, pour la tuberculose péritoniale, j'ai fait exprès de séparer ça en 3 étapes. Ce n'est pas une hiérarchie, mais pour vous dire que, parce que pour le diagnostic de la tuberculose, en fait, c'est des étapes. Il faut arriver au diagnostic histologique qui n'est pas tout le temps accessible. Et donc, il nous faut des examens d'orientation, des examens qui vont peut-être éliminer d'autres diagnostics. Les examens d'orientation, c'est surtout la biologie, comme ici dans la tuberculose péritoniale, tout ce qui est biologique, l'imagerie, l'endoscopie. Il n'y a pas un examen à faire avant l'autre. Il faut faire la biologie standard, il faut faire une imagerie, une TDM qui va non seulement peut-être orienter vers la tuberculose, mais aussi éliminer les autres étiologies. J'ai parlé des étiologies néoplasiques, etc. Et après, il faut faire l'endoscopie. Aussi pour éliminer d'autres étiologies, notamment néoplasiques. Après ça, là, on peut aller vers l'analyse, enfin, on va faire l'analyse de l'acide. En même temps, après, il n'y a pas une hiérarchie. C'est des examens, ils sont tous à faire. On doit les faire. C'est un faisceau d'arguments, si vous voulez, parce que tout simplement, il est très difficile de prouver une tuberculose. Ça reste très difficile dans la tuberculose péritoniale. Souvent, on a recours à cette 3e étape parce que analyse d'acide, ça ne donne pas des résultats. Et puis, on va vers l'après-analyse, c'est-à-dire cette laparotomie ou laparoscopie exploratrice et avoir enfin le diagnostic. C'est pour ça, comme c'est un examen invasif, on ne va pas y aller directement. On va commencer par les autres examens, mais il n'y a pas un examen à faire avant d'autres. Mais sinon, je dirais clinique, déjà, biologie, et puis faire l'imagerie, la TDM, l'endoscopie, il faut la faire, la ponction d'acide en même temps avec l'étude microbiologique et biochimique. Après, laisser, en dernier recours, cette analyse, cette laparotomie. Par exemple, la tuberculose péritoniale, là, en fait, il y a différents modes de présentation. Et en fonction, on va aller vers les examens complémentaires. Ce qu'on va faire sûrement, c'est une TDM. La TDM peut être contributive s'il y a masse, s'il y a ce syndrome de masse du carpouille sécal. Et là, on va faire la coloscopie. On doit faire la coloscopie parce que ça va nous permettre de faire les biopsies, mais on fait la TDM avant. Ça nous donne beaucoup de renseignements. Donc, on les fait les deux. On ne va pas faire une laparotomie explorative d'emblée. Et là, on peut avoir notre diagnostic. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas une vraie hiérarchie. Il y a un faisceau d'arguments, il y a des examens à faire en même temps pour éviter peut-être d'aller vers des examens encore plus invasifs. J'espère que j'ai répondu à la question. Je ne sais pas. Ouais. Est-ce que c'est toujours à Nadjama quand j'étais résident? Ça remonte à assez loin. Jeune assistant, enfin, un petit peu plus jeune que toi, ça fait 20 ans déjà. On faisait des laparoscopies. Enfin, on faisait ça couramment. Hein. Là, j'en fais plus. Je sais à Nadja que vous en faites. Moi, j'ai trouvé que ça se fait au principe dans un bloc et j'ai arrêté, ça fait très longtemps. Mais ça règle des problèmes parce que c'est un examen assez simple, certes invasif, mais on a notre réponse. Et ce n'est pas comme la pneumo, on doit avoir le BK. Sur un faisceau d'arguments, on peut déjà débuter le traitement comme tu l'as si bien précisé. Exactement. Nous, on fait toujours à la paroi et Naja, on en fait régulièrement.
Ça règle beaucoup de problèmes pour les malades. On ne le fait pas au bloc opératoire, on le fait en salle d'endoscopie avec certaines prédispositions, certaines dispositions, pardon, mais on a très peu de complications sur une grande série de malades, vraiment très peu de complications, si ce n'est un ou deux. Donc, c'est un examen qui règle beaucoup de problèmes, qui en cause pas beaucoup. Donc, on y a recours régulièrement à une NAJA. Maintenant, pour le traitement, on l'entame immédiatement après avoir observé ce que j'avais donné tout à l'heure, c'est-à-dire l'aspect de grains de couscous, etc. On commence immédiatement le traitement, on peut le faire en attendant les résultats. Et dans pratiquement 100% des cas, si on a ces adhérences typiques, ces grains de couscous, ces granulations blanchâtres, dans pratiquement 100% des cas, les résultats étaient en faveur d'une tuberculose. En tout cas, je ne sais pas les vidéos, dommage. Je vais essayer, si tu permets, de faire passer une vidéo pour voir ce que ça donne. Oui. Mais bon, je ne sais pas pourquoi. Le partage d'écran. Tu as fini avec les plaques, Mitko? J'ai fini. Arrête le partage d'écran, mais reste avec moi. OK. Je vais essayer de partager l'écran. Parce que là, on s'est planté. Par contre, j'ai plusieurs cas cliniques où on s'est planté entre tuberculose et maladie de Crohn. Hein. Ah oui, j'avais insisté à chaque fois que faites attention, c'est les mêmes tableaux. Je l'ai répété. Je l'ai répété à maintes reprises. Maladie de Crohn et tuberculose, il faut faire très attention. On se plante souvent. Dans la tuberculose intestinale, bien sûr. Mais le problème, je ne sais pas si je peux le passer, j'ai un cas clinique vivant. Tu vas voir les lésions. Enfin, j'ai de l'icono sur le plan intestinal, j'ai beaucoup de vidéos. Et c'est un malade qui a été mis parce que le challenge, c'est que dans la maladie de Crohn, quand on a des lésions sévères, on met sous immunosuppresseur, on met sous corticoïdes et immunosuppresseurs, ce qui risque de faire flamber la tuberculose. À l'inverse, au cours d'une maladie de Crohn, il y a plusieurs cas qui ont été décrits. Le traitement antituberculeux, lorsqu'on met un traitement antituberculeux, il peut y avoir des améliorations. Et on va, tiens, on est dans le bon chemin. C'est pour vous dire, il a insisté plusieurs fois, il a raison. C'est le suivi longitudinal du patient. Il faut rester vigilant. Et là, je n'ai pas pu partager l'écran. Tu dois dire mode quitter. Oui. Arrêter. Je dois arrêter. Oui. Voilà. Tu es avec moi là. Oui. Mais je ne sais pas, est-ce que ça va passer? Je ne sais pas pourquoi. Le seul point négatif, c'est que les vidéos ne passent pas. Là, vous ne voyez pas la vidéo. Hein? Si, on la voit. C'est bon. On arrive à la voir. Mais est-ce que ça défile en photo ou en C'est vidéo? des images. C'est des images. J'ai juste des images. Tu vois, c'est impressionnant comme truc. Hein? Ouais, ça, c'est un malade que j'ai eu. En termes, vous voyez ici la valvule iléocécale qui est béante, le sécom ici qui est rétracté. Il y a beaucoup de nodules. Les ulcérations sont plutôt transversales, alors que dans la maladie de Crohn, c'est longitudinal. Et vous voyez que c'est des lésions sévères. En fait, toutes ces lésions, c'est un patient qui a été pris pendant des mois pour maladie de Crohn. On a mis des corticoïdes, on a mis des immunosuppresseurs, et vous voyez que c'est catastrophique comme lésion. Hein. Et le diagnostic, bon, il a fait une forme sévère qui a amené le patient au bloc opératoire, et finalement, sur la pièce opératoire, il y avait, c'était une tuberculose. Par contre, on peut s'aider au scanner, il peut y avoir des adénopathies nécrosées, et parfois, ça reste difficile. Hein. Ça reste hyper difficile. C'est le diagnostic de la tuberculose. Ouais. Et surtout, on n'a pas tous ces examens que tu avais cités. Ouais. On se contentait de l'examen direct et de la culture. Comme tu l'as si bien dit, la culture, on doit attendre beaucoup de temps. Et souvent, on attend pour rien. Et donc, à certains moments, on va se lancer. On va se lancer à l'aveugle et parfois on se trompe. Je voulais, Layada,
ils auront, pour les étudiants, je vais t'envoyer une version Word pour le polycopier plus détaillé de tout ce qu'on vient de dire. Je vais t'envoyer par mail. Ah ben, ça serait génial, merci. Et je me suis planté également, parce que quand moi je suis d'une génération intermédiaire, et quand il y avait les anciens, M. Iloula et du temps, il n'y avait pas d'échographie. Et donc leur échographie, c'était la laparoscopie. Et donc, ils faisaient beaucoup de laparoscopie. C'était comme ça qu'ils exploraient la cavité abdominale. Et donc, quand j'étais tout jeune résident, les laparoscopies, ça se faisait couramment. Et donc, quand j'ai pris mon poste d'assistant à Mustapha en 2000, on faisait beaucoup de laparoscopie. Et il nous est arrivé quand même de nous planter, de jurer que c'était une tuberculose, alors que c'était finalement une carcinose. Et l'inverse est aussi vrai. Bon, maintenant, se tromper actuellement est plus grave, parce qu'actuellement, même un malade, quand il est en carcinose péritoniale, pour un cancer ovarien, etc., les taux de réponse à la chimiothérapie sont très, très grands, n'est-ce pas? Et donc, il ne faut pas hypothéquer, il ne faut pas lever pied, il faut faire tout pour son patient. Est-ce que tu as un commentaire là-dessus? Est-ce que tu as une expérience Ouais, tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça, moi, je veux que les gens soient prudents pour le diagnostic de la tuberculose. Il faut une certaine prudence, il faut y aller doucement. C'est-à-dire, il faut multiplier les examens, il faut réfléchir avant de poser le diagnostic. Pas trop réfléchir pour ne pas tarder justement pour le diagnostic, mais il faut pas dire voilà, c'est une carcinose, voilà, c'est une tuberculose comme ça sur peu d'examens, sur peu d'arguments. C'est bien d'avoir un faisceau d'arguments et c'est très bien d'avoir l'anapath, d'avoir l'histologie ou l'examen, enfin la mise en évidence du bec. Donc c'est ça, il faut faire attention, c'est tout. On peut se planter. J'aime bien ton commentaire, réfléchir, mais pas trop réfléchir. J'ai le souvenir d'un jeune patient de 30 ans, ça m'a vraiment touché profondément, en milieu carcéral en plus, qu'on m'avait confié pour une acide exsudative. Bon, en milieu carcéral, j'avais des arguments pour une tuberculose et j'avais préconisé de le mettre sous traitement antituberculeux. Le problème, c'était une période de congé et la pharmacie ne délivrait pas à l'époque de traitement antituberculeux sans l'aval des pneumos. Et les pneumos, vous avez fait le stage de pneumo, on vous dit, on ne met un traitement antituberculeux que si on voit le BK. Et donc, à l'époque, je leur dis, mais bon, ce n'est pas la même chose. C'est mon ami légiste, c'était professeur Belhadj, lui dit, écoute, nous, c'est sur un faisceau d'arguments, on met les antituberculeux, c'est pas comme les pneumos. Mais bon, on ne pouvait pas avoir les antituberculeux, malheureusement, ils ne l'ont pas mis et il a développé une forme, la forme grave que tu avais décrite, une forme fibroadhésive. L'état général s'est altéré et bon, la forme fibroadhésive, quand il y a beaucoup d'adhérence, etc., le risque majeur, il s'est détérioré sur le plan général et il a fait une occlusion intestinale et il est décédé. Et le diagnostic de tuberculose de certitude a été fait lors de l'autopsie. C'est pour vous dire, j'aime bien ta phrase, réfléchir, pas trop réfléchir. Parce que le trop est péjoratif en français. Quand on dit trop de quelque chose, c'est du péjoratif. Ça veut dire que ce n'est pas bien. Ce n'est pas parce qu'on réfléchit trop, c'est bien, c'est pas bien. Parce qu'en hypothèque, on perd du temps. Et en matière de tuberculose, il ne faut pas trop perdre de temps parce que la forme fibroadhésive, elle est vraiment catastrophique. Hein. On attend le docteur Béaï qui n'est pas là. Maintenant, il donne le tri même s'il ne voit pas de BK, c'est extrapulmonaire. Non, je ne parle pas des extrapulmonaires. Moi, je parle des pneumos. Moi, je ne sais pas pourquoi. Moi, gastro, je dois avoir l'aval d'un pneumo pour me donner un traitement antituberculeux pour mes patients. Et je te donne un deuxième exemple. Quelqu'un que tu connais et quelqu'un qui est une perte pour nous, hein, pour l'Algérie, pour nous, c'est Dr Nani. Dr Nani, c'est une perle rare en gastro. Pardon?
Sommité, on peut le dire. Ben oui, c'est sommité. Malheureusement, bon, c'est les Français qui l'ont pris. Alors, quand on a pris nos postes de maître assistant en 2001, tu sais bien que quand tu prends ton poste de maître assistant, on te demande de faire le certificat physio. Donc, nous, bon, on rigolait, chacun fait le certificat pour l'autre, comme quoi il n'a pas de tuberculose. Et puis on rigolait, qu'est-ce qu'il est, qui est l'actuel chef de service, etc. Elle lui fait le certificat, je lui dis, qu'est-ce qu'on sait peut-être il a une tuberculose. Ah, elle me dit, ben, tiens, qu'est-ce qu'on sait? Elle fait quand même le certificat, on fait nos certificats pour nos dossiers, et puis finalement, quelques jours après, il avait des douleurs, et il avait un petit épanchement pleural. Et on a fait les biopsies, c'était négatif, etc. Et il avait une tuberculose pleurale. Pour dire que il était contaminé par une patiente. Ça, c'est des anecdotes. Donc, bon, Rbia, il n'arrive pas. Docteur Rbia, il n'arrive pas. Elle n'arrive pas. C'est pour la énième fois, Medkor. Hein? Je sais, Ah, oui. tu fais si bien tes cours qu'on va te donner également pancréatite chronique. Ah. Alors, vraiment, je découvre un talent. Hein? Ah ben merci. Hein. Je suis sincère, je te le dis du fond du cœur, parce que comme tu le sais, je suis trop direct. Donc, ben, je te remercie vivement. Par contre, je ne sais pas, tu es toujours l'animateur et ça veut dire que tu es condamné à rester jusqu'à ce que je t'enlève ce statut. Medkour, essaye de cliquer, de me donner le rôle d'animateur. Alors, je vais vers plus. Plus, oui. Plus, et puis en direct, je ne trouve pas. Non, quand tu dis plus. Je ne peux pas mettre fin. Non, fin. Est-ce que quand tu mets plus, on te dit quoi? On me dit en direct sur personnaliser le service de rediffusion en direct. Bon, arrête déjà l'enregistrement, parce qu'on n'a pas besoin d'entendre tout ça.